Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre épisode de rentrée 2021 de All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui nous allons vous parler d'un classique d'entre les classiques de la comédie musicale. Nous nous penchons donc sur La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music, une comédie musicale de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II. C'est la première fois qu'on fait un épisode dédié à Rodgers et Hammerstein. Eh oui, c'est vrai, alors que c'est vraiment un duo iconique de l'âge d'or, on a mis du temps alors qu'on s'est fait un épisode. Bien sûr, dans cet épisode, on va parler à la fois de la version scénique de 1959, mais aussi du film de 1965, ainsi que des différentes productions que nous avons, ou pas, pu voir sur scène. Et c'est aussi l'occasion, cet épisode, de rendre hommage à Christopher Plummer, qui est bien évidemment l'interprète iconique du capitaine Von Trapp dans le film de 65, qui est décédé en début d'année, en février. Alors attention, restez jusqu'à la fin de l'épisode, je vous en supplie, car nous avons une annonce de malade à vous faire concernant nos projets autour du podcast et autour de la comédie musicale. Donc restez jusqu'au bout. Voilà, on ne veut pas faire un teasing d'enfer, mais vraiment... À peine. Vous n'allez pas en revenir. Voilà. Et interdiction de faire fast-forward jusqu'à la fin de l'épisode. Hein. On sait comment vous êtes. On reste patient et on se fade 1h30 ou je ne sais combien de Mélodie du Bonheur avant. On va y revenir. Donc voilà, vous avez une première impression de ce que pense Fanny de La Mélodie du Bonheur, mais heureusement, il y a un contrepoint avec moi qui aime beaucoup cette œuvre, malgré tous ses défauts. On va commencer par vous faire tout simplement le pitch de cette histoire, The Sound of Music, de quoi ça parle. Alors c'est adapté très librement d'une histoire vraie, qui est située à, je cite, Salzbourg, Autriche, dans les derniers jours dorés des années 30. Ça c'est ce qui est indiqué sur un des cartons de début du film. Alors Fanny, raconte-nous de quoi ça parle. Alors là, je me lance totalement en freestyle sur le résumé de cette comédie musicale. Donc l'histoire, comme l'a expliqué Anna, se déroule en Autriche juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est l'histoire de Maria qui est dans les ordres, qui je ne sais pas comment on dit, qui étudie pour devenir nonne, mais bon, visiblement, elle est vraiment pas faite pour ça. Donc elle se fait plus ou moins éjecter gentiment par la mère supérieure qui lui dit va-t'en voir ailleurs si tu pourrais pas plutôt être gouvernante d'une famille de 7 enfants. Ouais, et voilà, et elle est donc envoyée chez le capitaine Von Trapp qui est donc veuf et se retrouve, le pauvre homme, à la charge de ses 7 enfants. Il lui faut bien une femme pour venir s'occuper de tout ça. Donc au début, comme d'habitude, on reviendra sur Julie Andrews, mais dans la version du film, vous le savez, c'est Julie Andrews, donc elle se retrouve face à des enfants soi-disant infernaux, indomptables, mais qui au bout de 5 minutes se révèlent être tout à fait charmants, même si au début ils lui font quelques petites blagues facétieuses. Finalement, elle va très bien s'entendre avec eux et va notamment leur apprendre à chanter, puisque voilà, c'est une nonne chantante, pourquoi pas. Il y en a dans l'histoire de la comédie musicale. Il y en a un certain nombre. Sister Act. Voilà, j'ai beaucoup pensé à Sister Act. Donc en parallèle, le capitaine, il est notamment en train de courtiser une baronne, qui est un peu donc l'antagoniste féminin, la rivale de Maria, parce qu'évidemment, Maria, elle va tomber amoureuse du capitaine. Donc il y a cette histoire d'amour du capitaine, là, il sait pas trop où faire l'œuf. Et aussi je connaissais pas cette expression. C'est vrai ? Oh, mais je l'utilise tout le temps. Pas mal. Et alors la fin, je sais qu'il y a irruption de l'histoire dans l'histoire. Donc la guerre se déclenche et ils fuient tous en Suisse, I guess, par les collines. Voilà mon résumé. Alors, pour être plus précise sur la fin, à peu près au moment où le capitaine et Maria se marient, arrive l'Anschluss, c'est-à-dire le moment où l'Allemagne a annexé l'Autriche de manière plus ou moins pacifiste, puisque beaucoup d'Autrichiens étaient pour l'Anschluss. D'ailleurs, c'est intégré dans l'histoire de cette comédie musicale, ça fait partie du sujet, quoi. Et à ce moment-là, le capitaine Von Trapp, qui est donc un militaire, un marin en l'occurrence, on lui demande d'intégrer l'armée allemande.
Et comme c'est un Autrichien de cœur, etc., qu'il est contre l'annexion par les nazis, c'est pas tant pour des histoires idéologiques, même si on imagine que oui, c'est surtout parce que voilà, il a pas envie d'être dans l'armée d'un autre pays. Eh bien, ils doivent fuir l'Autriche et donc ils finissent par un espèce de subterfuge où ils arrivent à gagner du temps parce qu'ils participent à un concours de chant. Et au dernier moment, au moment où ils doivent recevoir leur prix, et bien en fait, ils sont partis, et du coup, les nazis qui attendaient leur heure pour pouvoir emmener le capitaine Von Trapp sont bien déçus, et nos héros peuvent fuir pour des contrées meilleures. Merci Anna pour ce complément à mon résumé tout pété de la Mélodie du bonheur. Ça commençait bien, hein. On va donc se plonger de façon un petit peu plus approfondie sur cette œuvre et tout d'abord vous parler de la version scénique, hein, puisque la Mélodie du bonheur, hein, même si le film est évidemment très connu, c'est avant tout une comédie musicale sur scène. Alors on va commencer par vous dire quelques mots du développement de ce projet, qui se trouve être la 11e et dernière collaboration du duo, hein, de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein. Oui, alors duo iconique, hein, je vais faire une petite présentation pour voilà, un rappel général. Donc Richard Rodgers était le compositeur et Oscar Hammerstein le parolier de ce duo. Ce sont deux créateurs qui ont vraiment révolutionné Broadway. Avant de se rencontrer, ils avaient déjà chacun une belle carrière, puisque Richard Rodgers formait avec Lawrence Hart le duo aussi également très connu de Rodgers and Hart, dont le film Words and Music, qui est un film de la MGM des années 40, et le biopic très romancé. Oui, tout à fait. Et donc ce sont les auteurs de classiques ce qu'on appelle le Great American Songbook. Ils ont écrit ensemble des comédies musicales assez connues comme Babes in Arms, A Connecticut Yankee, dont on avait parlé dans l'épisode sur les légendes arthuriennes, ou encore Pal Joey. Ils ont des chansons vraiment célèbres telles que Blue Moon, My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, ou encore Bewitched, Bothered and Bewildered. Et de son côté, Oscar Hammerstein aussi, il avait travaillé avant comme parolier à Broadway, et notamment avec Jerome Kern sur Showboat, une pièce de 1927 qui est considérée, on va dire, comme la première vraie comédie musicale avec une intrigue vraiment suivie. Et c'est une pièce dans laquelle on entend également des classiques que sont Can't Help Loving That Man et Old Man River. Alors ensemble, Rodgers et Hammerstein ont ensuite écrit des comédies musicales à grand succès qui, presque à elles seules, vont définir l'âge d'or de Broadway, parmi elles Oklahoma, Carousel, South Pacific, The King and I et donc The Sound of Music. The Sound of Music sera donc leur dernière comédie musicale pour Broadway et Hammerstein ne participera donc pas à l'élaboration du film puisqu'il va mourir en août 1960, soit quelques mois après la première au théâtre. L'origine du projet, ça démarre en 1958. C'est un projet qui se fait à l'initiative de Mary Martin, qui est une grande vedette de la scène alors, qui a joué notamment dans South Pacific en 1951 et qui est restée alors, depuis, très proche du duo Rodgers et Hammerstein. Elle les contacte donc en 1958 pour adapter le livre autobiographique de Maria Augusta von Trapp qui s'appelle donc ce livre La famille des chanteurs Trapp. C'est un livre qui avait déjà fait l'objet d'un film allemand en 1956 et qui donc raconte l'histoire de la famille Trapp. Oui, alors j'ai regardé rapidement le film qui est disponible sur YouTube et on voit vraiment que ça fait partie des sources d'inspiration de la comédie musicale puisque plusieurs scènes de Sound of Music sont très proches du film, surtout dans les scènes du début, notamment la rencontre avec les enfants où le capitaine Von Trapp les appelle avec son sifflet comme si c'était des militaires sur son bateau, ou encore la scène de l'orage où Maria va rassurer les enfants qui ont peur de l'orage. Et Maria Augusta von Trapp, donc la vraie, elle est ensuite consultante sur le projet de comédie musicale, comme elle sera par la suite aussi d'ailleurs assez présente sur le film. Alors c'est intéressant parce qu'au départ, Rodgers et Hammerstein, ils devaient écrire en fait une seule chanson, puisque les chansons que chantait dans la vraie vie la famille Von Trapp devaient être utilisées sur scène. Mais finalement, Rodgers et Hammerstein ont estimé que ça ne marcherait pas vraiment, que c'était pas du tout le même style que ce que eux ils faisaient. Donc finalement, ils ont composé toutes les chansons. Alors c'est assez amusant parce que on a l'histoire d'une femme qui déménage pour s'occuper des nombreux enfants d'un homme autoritaire et froid, et cet homme va devenir un peu plus cool, on va dire, à son contact. Donc c'est un peu le même concept que The King and I, Le Roi et moi, pièce également de Rodgers et Hammerstein. C'est également pas si loin du concept de Mary Poppins, où C'est le vrai. père aussi se renoue avec son âme d'enfant, même si dans Mary Poppins, bien évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté amoureuse entre Mary Poppins et Monsieur Banks.
Pour vous dire quelques mots du reste de l'équipe de cette création, bien évidemment collective, le livret est signé de Howard Lindsay et Russell Crowe. Oui, alors c'était des auteurs de théâtre et de comédie musicale qui avaient notamment travaillé avec Cole Porter ou encore Irving Berlin. Oui, puisque du coup, ici, Oscar Hammerstein ne va signer que les paroles et non pas le livret. Ouais, alors que pour les pièces précédentes de Rodgers et Hammerstein, il était aussi l'auteur du livret. Alors, juste petite remarque sur le livret, les modifications qui vont être apportées par rapport à la vraie histoire et par rapport également au film de 56, c'est que, notamment, que Maria arrive chez les Von Trapp assez peu de temps avant l'Anschluss, alors que dans la vraie vie, elle était mariée avec le capitaine depuis longtemps dans la vraie vie, avant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Il y a également invention du personnage de Max, qui est l'oncle impresario des enfants, et le développement d'une histoire d'amour entre Liesel, qui est l'aîné des enfants Von Trapp, et un jeune homme, Rolf, qui va s'avérer être un nazi. Les décors sont signés de Olivier Smith, qui était également décorateur sur les productions originelles de Undertown, My Fair Lady et West Side Story, rien que ça. Les orchestrations sont de Robert Russell, qui a orchestré d'ailleurs toutes les comédies musicales de Rodgers et Hammerstein. Et les costumes de la production originelle, encore une fois, sont de Lucinda Ballard, qui avait également signé les costumes de Annie Get Your Gun. On va à présent vous parler de la musique et des différentes chansons qu'on peut entendre dans cette pièce. Et oui, parce que mine de rien, la plupart des chansons de La Mélodie du Bonheur sont tout simplement très connues. Et signe de leur iconicité s'il s'en faut, beaucoup d'entre elles sont parodiées dans l'épisode des Simpsons Yokel Chords dont on avait parlé dans notre carte blanche spéciale Simpsons et comédie musicale. Vous pourrez vous amuser à retrouver quelle chanson est parodiée dans cet épisode. Alors, la première chanson qui tout simplement est l'ouverture de la pièce, elle s'appelle The Sound of Music, donc c'est la chanson éponyme. C'est évidemment un classique, surtout la première phrase. The hills are alive with the sound of music. J'ai trouvé qu'il y avait une référence à ça dans Friends. Il y en a également une assez amusante, j'en avais parlé d'ailleurs dans le film des Beatles Yellow Submarine. Et il y a même une référence dans Bridget Jones 2, où on voit Renée Zellweger et Colin Firth courir l'un vers l'autre sur une colline au ralenti et elle va chantonner la mélodie. Je pense que c'est surtout la mise en scène du film, la mise en scène particulièrement saisissante de cette ouverture qui a rendu la chanson iconique. Oui, complètement, ouais. Chanson suivante qui s'appelle Maria, ne pas confondre avec la Maria de West Side Story. Celle-ci, c'est celle qui s'appelle A Problem Like Maria. C'est une chanson très amusante des nonnes dans l'abbaye qui, en fait, discutent du cas de Maria, puisque, bon, il y en a certaines qui l'aiment bien, d'autres qui la trouvent un peu agaçante, etc., mais elles sont toutes d'accord pour dire que Maria n'est pas faite pour le couvent. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime bien cette chanson, je la trouve assez amusante et une bonne façon, on va dire, d'entrer dans ce couvent et de faire connaissance avec le personnage de Maria, qu'on nous présente ici, comme souvent, par ses divers traits de caractère. On a souvent un peu ces portraits d'héroïnes. Mais ici, on va dire, c'est pas pour, c'est pas pour en faire l'éloge, c'est plutôt pour dire qu'elle ne convient pas. Ouais, mais ça qui est intéressant, cette présentation, en fait, par d'autres personnages qui parlent d'elle et qui montrent à quel point, effectivement, elle est exceptionnelle, elle est originale, elle n'a pas sa place là où elle est, et c'est ce qui va faire que sa vie va changer. Ensuite, on a une très célèbre chanson, Do Re Mi, bien sûr. C'est la chanson avec laquelle Maria va apprendre aux enfants à chanter en leur apprenant les notes. C'est amusant parce que quand je l'ai entendue en anglais pour la première fois, puisque j'ai d'abord connu ces chansons en français, j'ai découvert que la gamme en anglais se disait Do Re Mi Fa Sol La Ti. Ah bah moi j'ai toujours cru que c'était une spécificité de cette chanson et j'avoue que je ne pensais pas que ça se disait vraiment comme ça en anglais, donc là tu m'apprends quelque chose. Oui, j'ai vérifié parce que quand tu m'as dit ça, je me suis dit mais si, ils ont pas inventé genre ti pour pouvoir faire un jeu de mots avec le T, tu vois. Non, apparemment oui, ça se dit vraiment ti, mais parfois si, ça dépend des manuels de solfège en gros. D'accord. Alors c'est une chanson assez longue qui contient plusieurs segments. Elle a été arrangée par une collaboratrice fréquente de Richard Rodgers qui s'appelle Trude Ritman, notamment pour la partie où chaque enfant se voit attribuer une note, puisqu'ils sont 7 enfants, il y a 7 notes dans la gamme, c'est parfait, et que du coup, Maria désigne chaque enfant à la suite pour qu'ils fassent leur note, et ça forme une mélodie, j'adore absolument ce moment.
Et alors, pour la petite référence contemporaine, Doremi a été parodiée très récemment dans la série musicale Shmigadoon, dans laquelle elle devient une chanson d'éducation sexuelle. Alors, j'en dis pas plus pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu, dont Fanny, qui n'est pas arrivée jusque-là dans la série. Encore. Mais c'est absolument hilarant, et vraiment, je vous conseille fortement de regarder cette série, qui est un hommage aux comédies musicales de l'âge d'or, et qui est disponible sur Apple TV depuis cet été. Et dont on va vraisemblablement parler très prochainement. A priori. Chanson suivante, également très connue, 16 Going on 17. Alors là, ça va être la chanson de flirt adolescent, on va dire, entre Liesl, donc l'aîné de Von Trapp, et le fameux jeune qu'on ne sait pas encore être nazi, Rolf. Alors, j'aime bien l'aspect ironique de cette chanson, puisqu'on a le garçon, du coup, qui va se croire bien plus mature que Liesl, alors qu'il a seulement 1 an de plus. Donc il dit, vous avez 16 ans et bientôt 17 ans, 16 going on 17, vous ne savez rien de la vie, etc. Je vous vois, parce que dans la chanson, la version française, il se vous voit. Et lui, alors que lui, il a 17 ans et bientôt 18 ans, lui, il sait tout de la vie. Donc c'est assez amusant, et j'aime bien le personnage de Liesl qui va jouer le jeu, faire un peu la fausse naïve pour rentrer dans le jeu de son amoureux. Donc c'est un numéro très plaisant, je trouve. Je suis assez d'accord, c'est une des rares chansons que je connaissais un petit peu d'avant et que j'aime bien. Et je trouve que le côté un petit peu malicieux et ironique la rend un peu plus intéressante que d'autres chansons. My Favorite Things, gros tube, bien évidemment. C'est la chanson pour se donner du baume au cœur en se rappelant les petits bonheurs de la vie. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut appeler une list song. Donc, c'est une chanson qui fait une liste de choses, quoi, tout simplement. Et là, le personnage liste tous les petits plaisirs de l'existence. Les chatons, la neige qui se pose sur ton nez, les bols de crème, etc. Donc c'est devenu un classique, et notamment un classique du jazz. Ça a été beaucoup repris par des jazzmen, et notamment dans une version très célèbre par John Coltrane. Il y a aussi reprise de cette chanson par Ariana Grande dans son tube qui s'appelle Seven Rings, et elle reprend la même mélodie. The Lonely Got Heard est une chanson de Maria avec les enfants Von Trapp. C'est l'histoire d'un petit berger et de sa chèvre qui rappelle une sorte d'imagerie, on va dire, autrichienne, les montagnes, etc. Et qui a notamment des passages en yodel, donc qui est une technique de chant traditionnelle autrichienne qui consiste à passer d'un registre de voix de poitrine à un registre de voix de tête de manière très rapide. Je ne m'essaierai pas à vous montrer, mais je pense que vous savez de quoi je parle. J'attendais la démonstration, je suis un peu déçue. Alors, chanson suivante, So Long Farewell, chanson très amusante. Moi, j'étais assez fan quand j'étais petite. Je pense que c'est parce que c'était la chanson qui était chantée que par les enfants, et par les enfants tous ensemble, etc. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais j'aimais bien quand j'étais petite le moment où Kurt, le plus jeune des garçons, fait sa note très aiguë qui fait Goodbye. C'est trop bien. Kurt, moi je suis très très fan de Kurt. Je pense que c'est mon préféré, avec aussi Brigitta qui est la petite un petit peu rêveuse. Et alors, le personnage de Kurt aurait donné son nom au personnage de Kurt dans Glee. Parce qu'apparemment, notre ami Ryan Murphy, lorsqu'il a auditionné Chris Colfer, il a trouvé qu'il ressemblait à un petit Von Trapp, et a créé un personnage pour cet acteur, parce que comme on sait, Ryan Murphy n'a d'imagination que lorsqu'il crée un personnage qui est exactement la réplique de l'acteur qu'il caste. Donc voilà, apparemment le personnage de Kurt, c'est en référence à la mélodie du bonheur. D'accord. Parlons maintenant de Edelweiss, qui est, figurez-vous, la toute dernière chanson écrite par Oscar Hammerstein. Alors, c'est pas du tout un traditionnel autrichien, comme l'ont pensé certains, mais ça y ressemble, c'est en imitation de ce style de chanson. Et ça va être l'occasion, dans la pièce, d'un moment de patriotisme en résistance à l'envahisseur nazi. Parce que, apparemment, en Autriche, pendant l'Anschluss, l'Edelweiss était symbole de résistance. Cette chanson, donc, qui a été la dernière écrite par Hammerstein, aurait été écrite alors qu'il sentait la fin approcher, puisqu'il était très malade, et ça aurait été pour ça qu'il aurait souhaité une chanson d'espoir. Oui, on a oublié de préciser que Edelweiss, c'est une fleur blanche qui pousse notamment dans les montagnes autrichiennes. Je ne l'avais pas noté, mais je le rajoute in fine parce que je l'avais oublié. Il y a évidemment une chanson assez célèbre aussi, qui s'appelle Climb Every Mountain, qui est interprétée par le personnage de la mère abbesse, en fait, la chef de l'abbaye.
et qui est une chanson voilà, pour se donner aussi du courage et se dire qu'on peut réaliser ses rêves, etc. Et qui va être reprise à la toute fin de la pièce, voilà, comme une chanson d'espoir pour la suite de la vie des personnages. Alors j'avais noté juste en passant, on peut pas dire que ça soit backstage, bien que ça parle d'une famille qui a fait des spectacles, etc. Mais néanmoins, il y a quelques passages qui relèvent du spectacle, soit du spectacle privé, où les personnages vont chanter les uns pour les autres, comme par exemple la reprise de Sound of Music par les enfants qui chantent pour la baronne, ou là c'est des choses qui sont uniquement dans le film, mais lorsque le capitaine chante Edelweiss à ses enfants, et lorsque les enfants et Maria font un petit spectacle de marionnettes sur la chanson Lonely Got Hurt. On a une sorte de spectacle semi-privé avec la chanson So Long Farewell qui est chantée par les enfants lors d'une soirée donnée par le capitaine et la baronne. Et puis on a évidemment le spectacle public à la fin, voilà, le fameux concert de la famille Von Trapp. J'ai remarqué en réécoutant la bande-son qu'il y a énormément de reprises dans cette comédie musicale et des airs qui reviennent plusieurs fois. Donc Sound of Music est chanté par Maria, puis ensuite par les enfants, à 2 reprises d'ailleurs. My Favorite Things va être reprise par les enfants juste avant le retour de Maria, lorsqu'ils essaient de se donner du courage. Maria, enfin le fameux A Problem Like Maria, est reprise par les nonnes au moment du mariage de Maria. Pas très sympa hein, de lui envoyer des vannes comme ça au moment où elle se marie. Et comme je le disais, Climb Every Mountain est reprise à la toute fin. 16 Going on 17 devient un petit duo entre Maria et Liesl à la fin, où Liesl et sa nouvelle mère, entre guillemets, voilà, partagent un moment de rapprochement. Et évidemment, les chansons du concert à la fin sont des reprises de chansons qu'on a déjà vues. Quelques mots de la réception de cette pièce. Comment a-t-elle été accueillie à son ouverture? Elle s'est jouée pour la première fois le 16 novembre 1959. Les critiques étaient assez bonnes, même si le livret a été jugé un petit peu banal, un peu mièvre. Hein. C'est des critiques qui reviendront souvent sur cette œuvre, qui a malgré tout raflé 8 Tony en 1960, dont un pour Mary Martin, qui était donc l'interprète originelle de Maria, et également le Tony de la meilleure comédie musicale pour The Sound of Music, ex aequo avec Fiorello de Jerry Bock et Sheldon Harnick. Il y a aussi eu un Tony pour le second rôle féminin pour Patricia Newey qui jouait la mère abbesse. C'est un rôle qui permet à beaucoup d'actrices d'avoir des prix, j'ai remarqué. C'était pourtant une année où la compétition était rude, due notamment à la présence de Gypsy, qui était en compétition et qui n'a pourtant reçu aucune récompense. Alors, C'est fou. Ouais, il doit y avoir des explications, on va dire, de l'intérieur. Ben, alors, juste en passant, j'ai lu il y a pas très longtemps dans le bouquin de Sondheim, Finishing the Hat, où il parle de Gypsy, puisqu'il a écrit les paroles de Gypsy. Et il dit qu'en gros, les 2 grosses stars de l'époque dans la comédie musicale, c'était Mary Martin et Ethel Merman. Et que Mary Martin, elle avait un côté très consensuel, etc. Alors qu'Ethel Merman divisait beaucoup. Donc il y a peut-être ça aussi. Ouais, oui, c'est assez vraisemblable. Ethel Merman, qu'on connaît bien avec son fort caractère, elle aurait même déclaré que voulez-vous faire contre une nonne à l'issue de la cérémonie. C'est une pièce qui va tenir l'affiche pendant 1443 représentations pour son premier run. Dès 61, la pièce va aller dans le West End, donc à Londres. C'est Jean Bayliss qui jouera Maria et Roger Dan qui jouera le capitaine. Dans les revivals, on peut citer un revival de 1981 dans le West End avec Petula Clark dans le rôle de Maria. Étonnant. Assez étonnant, et c'est une version qui, comme de nombreuses autres versions ultérieures, inclut les 2 chansons du film qui font pas partie de la production originale. Ouais, on va reparler de cette question-là quand je ferai mon petit point sur l'adaptation que vous attendez tous et toutes. Et donc cette production de 81, c'est un immense succès qui va battre tous les records d'affluence pour une comédie musicale à Londres. En 1988, on va voir le premier revival de Broadway depuis 1959. C'est Rebecca Luker et Michael Shiberi dans les 2 rôles principaux, puis Laura Benanti et Richard Chamberlain. Là encore, c'est une production qui va inclure les 2 chansons du film.
On peut signaler également en 2006, Andrew Lloyd Webber qui va lancer, un reality show sur la BBC pour, trouver une nouvelle Maria suite à la défection de Scarlett Johansson pour un nouveau revival dans le West End. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'informations dans cette C'est phrase, fou. j'étais absolument pas au courant de ça et donc ce reality show, s'appelle How do you solve a problem like Maria? Référence bien évidemment à la chanson dont on a parlé tout à l'heure. Il va y avoir une gagnante, alors il va y avoir aussi un certain nombre de polémiques autour des résultats ou de qui a gagné. Donc c'est Connie Fisher qui a remporté ce concours de Maria, qui apparemment campera une Maria très convaincante, même si j'ai pas bien compris pour quelle raison, mais elle n'arrivera pas à assurer ces 8 représentations hebdomadaires qu'exige le calendrier du West End. Donc c'est une production là encore qui va avoir pas mal de succès, notamment parce qu'elle sera portée bien évidemment par le public de la télé et donc ça va être plutôt un succès populaire. En France, on a eu droit en décembre 2009 à une production du Théâtre du Châtelet qui nous a alors présenté une production en quelque sorte à mi-chemin entre l'original de Broadway et le revival dans les chansons comme dans la mise en scène. Et notamment, les décors ont été particulièrement inspirés par le film, notamment le décor de la colline verte là, du début du film, de cette ouverture iconique qu'on a déjà mentionnée. Moi, j'avoue, pour avoir vu la pièce à l'époque, c'est vraiment quelque chose dont je me souviens de cette colline verte qui bougeait au fur et à mesure de la pièce et qui était toujours en fait plus ou moins présente dans le décor. C'était assez magnifique et assez bien trouvé et très très spectaculaire, hein, des productions vraiment époustouflantes comme le Théâtre du Châtelet savait en faire à l'époque. Et je me souviens également de la fin assez marquante parce que donc il y a le choix de transformer le Théâtre du Châtelet en théâtre, en hall de concert du festival de Carlsberg où se déroule l'action et où se déroule le concours du chant final. Du coup, on va avoir des militaires nazis qui vont, enfin des comédiens bien évidemment, habillés en militaires nazis qui vont débarquer dans la fosse et dans l'orchestre. Donc c'est évidemment quelque chose de très saisissant et de très réussi. Quelque chose d'assez inédit en choix de mise en scène et apparemment c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis les années 80 et une production de cabaret qui avait fait le même choix en fait de situer l'action de la pièce dans le théâtre, si vous voyez ce que je veux dire. Une production du Châtelet qui était un gros succès, là encore public, à tel point qu'ils l'ont repris 2 années plus tard et pour les vacances de Noël de la saison 2011-2012, on a eu un nouveau run de cette production. Moi, je pense que c'est à ce moment-là que je l'ai vu, parce que a priori, je m'étais quand même pas déplacée jusqu'à Paris pour voir la Mélodie du Bonheur quand je n'y habitais pas. Mais en 2011-2012, sans doute. J'avais trouvé effectivement le moment que tu décris, donc celui du concert final, très très marquant, avec les comédiens qui jouaient les nazis, donc qui circulaient dans les allées du théâtre comme si on était donc le public du concert d'Evan Trapp. C'était assez glaçant, j'avais trouvé ça très fort. Par contre, pour le reste, je me souviens pas trop, j'avais bien aimé, mais je me souvenais même plus de cette histoire de Colline, tu vois. Il existe également à noter une version télévisée live de 2013 qui a été diffusée sur NBC avec un gros casting. Dans le rôle de Maria, Carrie Underwood, qui est une chanteuse pop qui a gagné American Idol dans les années 2000. Stephen Moyer dans le rôle du capitaine Von Trapp. Christian Borle quand même dans le rôle de Max. Laura Benanti en Elsa et Audra McDonald en Mère Abbesse. Donc c'est vraiment un cast, on va dire, de qualité. Ouais, ça donne bien envie. Même moi, j'aurais bien envie de regarder ça. Alors moi, je l'avais regardé pendant le premier confinement, je me souviens, parce qu'à un moment, Andrew Lloyd Webber, il mettait en ligne plein de comédies musicales sur sa chaîne, et sa chaîne qui s'appelle The Shows Must Go On, et il avait mis celui-là. Et alors, j'étais pas super convaincue par Carrie Underwood, elle chante bien, hein, mais elle a un style vocal, tu sais, très belt, qui va pas du tout avec le style legit de la Mélodie du Bonheur. Là, on dirait qu'elle crie tout le temps, c'était un peu perturbant. Les autres comédiens, par contre, étaient évidemment super. C'était rigolo de suivre, les gens faisaient des commentaires sur ce qu'ils regardaient, et il y a plein de gens qui disaient mais c'est pas comme dans le film, ou ils disaient mais c'est pas cette chanson normalement à ce moment-là, etc. parce qu'ils avaient le film en tête, et alors que la pièce, il y a quelques différences, on va y revenir. Bref, c'est une pièce qui se joue régulièrement dans le monde entier. J'étais à Amsterdam cet été, et j'ai vu des affiches pour The Sound of Music, donc il y allait avoir une production juste là, donc vraiment ça ne s'arrête pas. Décidément.
Alors, on va à présent parler du film de 1965, puisque c'est vraiment le film qui va faire de cette œuvre un phénomène mondial. D'ailleurs, un petit peu aussi comme West Side Story, qui donne, on va dire, à une pièce qui a été bien reçue sur scène, mais pas forcément un phénomène de cette ampleur. Donc, c'est le film qui va donner cette dimension absolument culte à La Mélodie du Bonheur. Oui, complètement, ouais. Donc c'est un film qui a été produit par la 20th Century Fox et qui va être nommé pour 9 Oscars et en recevoir 5, dont meilleur film. Alors peut-être en préambule, quelques mots sur notre rapport au film. Donc comme vous l'avez compris, c'est pas forcément un de mes films cultes, même si bon, je suis sans doute un petit peu dure. Il y a beaucoup de choses très plaisantes dans le film, notamment on y reviendra au niveau de la mise en scène et bien sûr de Julie Andrews, Julie Andrews. voilà, qui est absolument merveilleuse, quoi qu'on lui fasse jouer. Mais en fait, j'avoue que si j'ai pas d'attachement particulier à ce film, c'est surtout que je l'ai découvert très tard. Pour moi, c'est pas du tout un film d'enfance et je crois même avoir réussi à écrire toute une thèse sur la comédie musicale hollywoodienne classique sans avoir vraiment vu le film, parce qu'il me semble me souvenir de l'avoir regardé en catastrophe quelques jours avant ma soutenance en me disant il faut que j'aie vu ce film si jamais quelqu'un a l'idée saugrenue de me poser une question sur The Sound of Music. Personne ne s'imaginera que j'ai pu ne jamais le voir. Enfin, c'est comme quelqu'un qui n'aurait pas vu Chantons sous la pluie. Tu sais, il y a des films où on se dit mais comment est-ce que c'est possible de passer au travers? Eh ben, j'étais passée au travers de La Mélodie du Bonheur. Alors de mon côté, c'est littéralement l'inverse, puisque je l'ai vu un nombre absolument incalculable de fois étant enfant avec mon petit frère. On l'avait en VHS. Et voilà, c'est vraiment un des films que j'associe totalement à mon enfance, tellement on le regardait souvent, quoi. Tellement on était fan. C'était évidemment en VF, donc je connais très bien les chansons en français, même les dialogues, etc. Je l'ai re-regardé l'autre jour et je me suis dit, tiens, je vais le re-regarder en français. Parce que je l'ai pas vu en français depuis longtemps. Tout de suite, j'ai eu évidemment la nostalgie qui est revenue. Donc voilà, j'ai un rapport très sentimental à ce film, donc voilà, je manque peut-être d'objectivité, mais à la revoyure, je trouve qu'il tient vraiment le coup. C'est quand même très beau, notamment visuellement, et notamment, bien évidemment, l'interprétation de Julie Andrews. Là, je pense qu'on va être d'accord. Alors, pour vous présenter un petit peu la production et le développement de ce film, donc on l'a déjà dit, Trisha Rogers va assurer seul le suivi du projet puisque son comparse Oscar Hammerstein est décédé depuis 1960. Pour replacer un petit peu le contexte de production du film, donc on se situe donc au début des années 60, à la fin de l'âge d'or de la comédie musicale classique. Déjà, on va dire depuis plusieurs années, les studios, pour faire face un petit peu à la crise que connaît alors le genre et que connaît aussi plus généralement le cinéma classique, les studios vont donc se réfugier sur des valeurs sûres, c'est-à-dire des adaptations de spectacles à succès. C'est notamment la stratégie de la Fox qui a alors déjà adapté plusieurs des grands succès scéniques de Rogers et Hammerstein. On peut notamment citer Carousel, South Pacific, The King and I, qui ont tous les trois fait l'objet d'adaptations dans les années 50. Pour donc avoir les droits d'adaptation de Sound of Music, la Fox va débourser 1,25 million de dollars pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Pour réaliser le film, c'est d'abord Robert Wise donc, qui est approché suite évidemment au succès de West Side Story qu'il a réalisé en 1961. Mais tout d'abord, Wise refuse parce qu'il juge l'histoire trop sirupeuse. Et c'est donc plusieurs autres réalisateurs qui vont être contactés, notamment Stanley Donen, Gene Kelly. Oui, alors ça a été proposé à Stanley Donen, puis à Gene Kelly, parce qu'évidemment, à une époque, ils réalisaient des films ensemble, mais en 65, ça fait bien longtemps qu'ils ne s'entendaient plus, c'est triste. Eh oui, et de toute façon, ils ont chacun refusé, là encore, je crois, parce qu'ils jugeaient l'histoire trop mièvre. William Wyler va accepter, mais après quelques repérages, va finalement abandonner le projet pour se consacrer à un autre film. Et c'est alors que Robert Wise revient sur sa décision et prend en main la réalisation. Alors au scénario, on trouve Ernest Lehman, donc qui va adapter la pièce pour l'écran. Il avait déjà adapté une autre œuvre de Rodgers and Hammerstein, c'est The King and I pour le film de 56.
On avait déjà évidemment parlé de lui car il était le scénariste de West Side Story, donc on retrouve le duo Wise-Lehman de West Side Story, mais il est aussi notamment l'auteur du scénario de La mort aux trousses. Les coûts de production de ce film vont s'élever à 9 millions de dollars. C'est pas non plus énorme, hein. Alors je sais que Mary Poppins était particulièrement pas cher avec 4 ou 5 millions, je sais plus, mais comparé aux 17 millions de My Fair Lady tourné par Warner l'année précédente, c'est pas non plus énorme. Et comparé surtout au Cléopâtre de Mankiewicz, le film avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, qui est produit par la Fox en 1963, qui, je crois, était un gouffre financier et que La Mélodie du Bonheur va bien aider à renflouer le studio qui s'était vraiment beaucoup endetté avec la production de Cléopâtre. Ouais. Dans le reste de l'équipe du film, on a notamment les chorégraphes de Mary Poppins qui vont rejoindre l'équipe. C'est Mark Bro et Didi Wood, c'était un couple. Et également le directeur musical de Mary Poppins qui s'appelait Erwin Kostal. Les costumes sont assurés par Dorothy Jenkins. Elle avait travaillé notamment sur South Pacific, donc encore une adaptation de Rodgers et Hammerstein, et The Music Man. Et dans ses mémoires, Julie Andrews explique que les créations donc, de Dorothy Jenkins, qui sont en effet très belles, l'ont aidé à appréhender l'évolution du personnage de Maria, qui en gros devient une femme à mesure que le récit avance. Alors, pour présenter un petit peu le casting du film, alors il faut noter que même si la Fox va jouer la sécurité par rapport aux matériaux à adapter, le casting est finalement un peu plus risqué parce qu'on n'a pas vraiment de méga stars en fait dans The Sound of Music. Julie Andrews, donc, a 28 ans lorsqu'elle est castée. Elle remplace Mary Martin qui avait 45 ans lorsqu'elle a joué le rôle sur scène. Julie Andrews, parce qu'elle a un âge plus, on va dire, plus approprié au rôle, et aussi parce que Mary Martin n'était pas spécialement, je crois, enfin, on dirait pas vraiment un pied à Hollywood. Elle a jamais joué au cinéma. Non. Je crois qu'il y a, comme trace, entre guillemets, de son travail, on a surtout une captation, il me semble, de Peter Pan. Mais je crois on n'a pas d'image d'elle en train de jouer. Et donc en fait, Julie Andrews, même si elle avait triomphé à Broadway en 56 et dans le West End en 58 dans le rôle principal de My Fair Lady, même si on l'a dit, hein, elle n'obtiendra pas le rôle pour l'adaptation hollywoodienne. Et donc même si elle avait à son actif alors de beaux succès sur scène, Julie Andrews n'est pas très connue lorsqu'elle est castée, puisque en fait elle vient de tourner Mary Poppins, mais le film n'est pas encore sorti. Le triomphe, bien évidemment, de Mary Poppins va changer la donne. Oui, apparemment Wise et Lehman ont pensé à elle assez vite et ils sont allés voir chez Disney des extraits de Mary Poppins qui n'étaient pas encore sortis, voire même pas encore finis de monter. Et ils ont été convaincus tout de suite. Écoutez, ils ont retrouvé leur histoire de nounou, donc ça a dû matcher directement, quoi. Là encore, des casteurs de grande imagination. C'est ça. Même si elle est évidemment parfaite. D'autant plus parfaite qu'on apprend qu'avait également été envisagée Leslie Caron. Ou encore Grace Kelly. Alors là, on fait la liste de mes ennemis. Ou Anne Bancroft. Bon, Anne Bancroft, j'ai rien contre elle. Donc... Attends, je connaissais pas ton grief contre Grace Kelly. Faudrait qu'on en parle. C'est à cause de l'Oscar, tu sais bien. L'Oscar de ça. Ah, face à Judy. Aïe. Mais c'est pas sa faute, elle a rien demandé. Ouais, mais bon. Alors à noter que Julie Andrews, elle avait déjà eu affaire à Rodgers et Hammerstein puisqu'elle était dans leur version de Cinderella, de Cendrillon en 57, qui était une production télévisée. Alors dans son autobiographie, Julie Andrews, elle explique qu'elle avait vu la pièce avec son mari de l'époque, Tony Walton, et qu'elle avait aimé la musique, mais qu'elle avait trouvé la pièce, je cite, rather saccharine. Donc j'imagine que ça veut dire mièvre, sucré, quoi. Et alors c'est trop drôle parce qu'elle avait même fait un sketch à la télé en 1962 avec Carol Burnett qui s'appelait The Pratt Family Singers, qui parodiait la chorale familiale de Sound of Music. C'est marrant, hein, je vous mettrai le lien vers ce sketch qui est assez drôle. Mais finalement les discussions avec Wise et Chaplin, qui était un des producteurs du film, l'ont convaincue. Alors, je trouve, comme on l'a déjà esquissé, qu'elle a un jeu vraiment très naturel, elle est super. Pour moi, elle fait le film, elle a des
des mimiques, des gestes, enfin vraiment elle crée un personnage hyper attachant et c'est ça qui fait qu'on suit l'histoire en fait. Je trouve que c'est vraiment assez admirable. Elle retournera en 68 avec Robert Wise dans un biopic musical qui s'appelle Star, qui était également produit par la Fox, mais qui va être un échec commercial à peu près comme, en gros, la plupart des films musicaux après La Mélodie du Bonheur. Alors, dans le rôle du capitaine Von Trapp, on a donc Christopher Plummer, un acteur de théâtre et de télévision originaire de Toronto, qui, là encore, n'est pas très connu du public américain et qui, de surcroît, ne chante pas. Oui, alors il avait surtout fait du théâtre, notamment du théâtre classique dans les années 50. Julie Andrews, dans son autobio, elle explique qu'elle était très intimidée par cet aspect-là, par le fait que c'était un acteur sérieux, entre guillemets. Mais voilà, Christopher Plummer, c'est évidemment ce film qui l'a fait connaître au cinéma, et par la suite, il va avoir une grande carrière avec des rôles plus ou moins grands, mais dans énormément de films hollywoodiens, jusqu'à la fin de sa vie, donc à l'âge de 91 ans. Avait également été envisagé pour le rôle Yul Brynner, qui voulait vraiment le rôle, donc qui était l'interprète du roi de Siam dans Le Roi et moi, Oui. et qui donc aurait voulu réitérer à Rogers et Hammerstein, mais ça ne s'est pas fait. Alors j'ai aussi lu qu'avait été envisagé Bing Crosby, qui devait quand même être sacrément âgé pour le rôle, mais soit. Ou encore Sean Connery, Richard Burton ou Louis Jourdan. Bon, ça aurait été des films assez différents parce que je trouve... on a parlé de Julie Andrews, je trouve que Christopher Plummer aussi est très très bien. Il est vraiment très charismatique. Donc c'était l'idée de Robert Wise de caster Christopher Plummer, parce qu'il voulait un acteur très charismatique qui apporte une profondeur au rôle, parce qu'il avait trouvé justement le capitaine assez terne en réalité dans la pièce. Plummer aussi n'était pas très convaincu, on va dire, par ce casting. Il se jugeait trop jeune pour être le père de 7 enfants. Je crois qu'il avait 36 ans à l'époque. Ouais. Mais donc Wise l'a convaincu d'accepter. Alors j'ai lu que par la suite, il avait eu un rapport un peu compliqué avec ce film. Quand on lui en parlait en interview, il se moquait souvent du côté très sentimental, qui reste malgré le fait qu'il y a eu des efforts faits par lui et par la production, etc., pour atténuer cet aspect-là. Mais visiblement, à la fin de sa vie, il a commencé à être moins sévère et il a reconnu que les films étaient réussis dans son genre. Pour les chansons, il est doublé par Bill Lee, qui se trouve être la voix chantée de Roger dans les 101 Dalmatiens. Pourtant, il avait fait son maximum pour assurer les chansons. Il avait pris des cours de chant intensifs, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Le même genre de déception que Natalie Wood ou Audrey Hepburn. C'est ça. C'est pas passé. Le casting des rôles des enfants a également été assez compliqué apparemment. Et donc à signaler que pour la fille aînée du capitaine, donc le personnage est incarné par, alors je ne sais pas comment on prononce son nom, Chermian Carr, qui a 21 ans quand le rôle, c'est un rôle d'une jeune fille de 16 ans, donc ça a été un petit peu reproché, on va dire, à la sortie du film. Bon, alors là, si on commence à critiquer ça, on critique beaucoup de films, parce que... et beaucoup de séries. Et si on commence à critiquer les jeunes filles de 21 ans qui sont trop âgées, où allons-nous? C'est clair. En tout cas, avait également été envisagé pour le rôle Geraldine Chaplin, donc la fille de Charlie Chaplin, mais aussi Mia Farrow. C'est marrant. Dans le rôle de la mère supérieure du couvent, on trouve Peggy Wood, qui est doublée pour le chant par Marjorie McKay. Et malgré cela, Peggy Wood va être nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour ce rôle. La seule actrice de cinéma un petit peu connue pour ce film, c'est Eleanor Parker, qui joue le rôle de la baronne, qui a été 3 fois nominée aux Oscars dans les années 50, mais qui, bon, au milieu des années 60, est loin d'être une vedette de premier plan. Donc on a vraiment très très peu de stars, voire aucune star, dans ce film. Évidemment, encore une fois, au moment où le casting est bouclé. On peut signaler en tout cas le premier vrai rôle de Marni Nixon. Marni Nixon, dont on a déjà parlé, qui est la doublure chant de Deborah Kerr dans Le Roi et moi, de Natalie Wood dans West Side Story et de Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Eh bien, cette fois, elle apparaît à l'écran dans le rôle de Sœur Sophia. Oui, donc on la voit notamment dans la chanson des nonnes, dont on a parlé au début. Pour la trouver, c'est la deuxième qui chante dans cette chanson-là. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblait Marni Nixon.
Et alors, j'ai vu qu'elle a aussi joué la mère supérieure sur scène en 2006 au Hollywood Bowl de Los Angeles, version dans laquelle, pour l'anecdote, il y a Ben Platt à l'âge de 13 ans qui joue Friedrich et qui est très choupi. J'allais regarder. Il y a également un minuscule caméo de la vraie Maria von Trapp. On la voit en fond d'écran pendant le numéro I Have Confidence. Elle aurait apparemment insisté auprès de Weiss pour apparaître à un moment donné du film. Il aurait cédé parce qu'elle pouvait être assez envahissante. Alors je voulais faire un mini point sur le doublage français, pour celles et ceux qui comme moi ont la VF dans l'oreille, je pense que je suis sans doute pas la seule. Le doublage de Julie Andrews a été assuré par Martine Sarcé, qui était également la voix d'Audrey Hepburn pour beaucoup de films. Mais pour le chant, Julie Andrews est doublée par Mathé Alteri, qui était une artiste lyrique, qui a aussi doublé Hepburn dans My Fair Lady, donc c'est assez logique. Si vous connaissez aussi la VF de My Fair Lady, vous pourrez essayer d'écouter si on reconnaît leur voix. Et alors, petite anecdote, le petit Kurt est doublé par Richard Darbois, qui est depuis devenu une très célèbre voix française du cinéma, qui est notamment le doubleur attitré d'acteurs comme Harrison Ford, Richard Gere ou encore Bill Murray. Et on le connaît tous et toutes pour avoir été le génie dans Aladdin. Donc quand même un très grand artiste vocal et qui avait 14 ans à l'époque de ce film. Quelques mots du tournage. Qui a quand même duré 5 mois. Hein. Donc, qui était prévu à Los Angeles et à Salzbourg pour les extérieurs, mais le mauvais temps a rendu nécessaire de construire des décors en studio en Autriche pour pouvoir continuer à tourner malgré tout en cas d'intempéries. Ça a beaucoup compliqué le montage, notamment pour que tout ait l'air harmonieux et raccord d'une scène à l'autre, notamment pour que le spectateur ne s'aperçoive pas qu'on a utilisé 2 demeures différentes pour la maison des Von Trapp. Bah, j'avais jamais fait attention, hein. Donc c'est réussi. Je trouve que les décors sont très beaux dans l'ensemble. Hein. Les intérieurs ont été réalisés par Boris Leven, qui avait lui aussi travaillé sur West Side Story. Donc on retrouve vraiment des points communs entre les équipes de ces 2 films. Quelques mots de la scène d'ouverture, donc qui a été filmée à la toute fin du film, quand tout le monde était déjà reparti et que ne restait donc que Julie Andrews quasiment en Autriche, donc qui a été filmée par hélicoptère pour ces plan aérien de Maria qui chante dans les collines. Alors j'aime bien le moment où Julie Andrews en parle dans ses mémoires, combien ça a été galère à filmer, notamment parce qu'en fait le souffle de l'hélicoptère n'arrêtait pas de la faire tomber alors qu'elle était censée tournoyer. Elle n'arrivait pas à se relever tellement il y avait du souffle autour d'elle. C'était apparemment assez épique à tourner. C'est marrant. Après, c'est vrai que cette entrée en matière est assez spectaculaire. Hein. L'arrivée de l'hélicoptère, là, où on s'avance vers Maria, c'est très très beau. Avant ce numéro d'ouverture, le film commence par... et je me souvenais pas du tout, ça, quand j'étais petite, je devais pas faire trop gaffe. Commence par une bonne minute de plans sur des très beaux paysages autrichiens, des collines, des montagnes, etc. Ça fait un peu penser à début de West Side Story, puisque West Side Story commençait par des plans aériens sur la ville de New York. Et oui, apparemment, c'est quelque chose qu'on a reproché à Robert Wise, en mode il fait tout le temps le même type d'ouverture, mais il aurait répondu que l'idée ne venait pas de lui, mais du scénariste. Autre moment assez marquant, je trouve, qui est très réussi en termes de cinéma, c'est le numéro Dorémy, donc, qui va être une séquence montage qui présente plusieurs moments avec Maria et les enfants. Donc d'abord ils sont sur la colline, ensuite ils font une balade en ville dans Salzbourg, ensuite ils sont à vélo dans la campagne, etc. Et dans la pièce, ça se déroulait juste tout simplement dans la maison des Von Trapp, et là cette transition cinématographique, je trouve, est très efficace. Et très courante, on va dire, pour rendre cinématographique un numéro, on le fait voyager. Hein. Le coup de la chanson itinérante, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les comédies musicales au cinéma. Ouais. De manière générale, je trouve qu'il y a de très beaux moments, notamment sur la lumière. Les scènes de nuit sont magnifiques, hein, comme par exemple 16 Going on 17. C'est un numéro qui m'a pas mal surpris lorsque j'ai rapidement revu le film avant d'enregistrer cet épisode. Les décors, la localisation là près du kiosque, le pas de deux romantique, j'ai trouvé ça plutôt plaisant et vraiment assez beau. Ça m'a même un petit peu évoqué les numéros de Fred Astaire et Ginger Rogers. Bon, c'est peut-être juste le kiosque, l'effet kiosque qui fait ça, mais j'ai moi aussi été agréablement surprise. Autre numéro que j'aime beaucoup, c'est le Ländler, donc c'est une danse traditionnelle autrichienne que vont danser Maria et le capitaine à un moment. C'est un moment vraiment hyper romantique où ils comprennent qu'ils sont tombés amoureux, quoi.
Et je trouve vraiment c'est une scène magnifique, tout est très beau, le décor dans lequel ils sont, la chorégraphie, les regards et les gestes des comédiens, c'est très très réussi. J'aime aussi beaucoup les clairs-obscurs dans le numéro Something Good. Alors c'est rigolo parce qu'apparemment l'idée est venue à Robert Wise parce que c'était pas du tout prévu à la base, mais Julie Andrews et Christopher Plummer ils étaient en mode fou rire. Ils arrivent pas, c'était vers la fin du tournage apparemment, ils arrivaient pas à tourner la scène, ils étaient crevés. Et donc Robert Wise a dit on va faire ça en ombre chinoise, comme ça se verra moins. Et puis Julie Andrews explique que à partir du moment où ils ont été juste en silhouette, ils avaient moins de pression, ils étaient moins intimidés, du coup ils ont réussi à tourner la scène. Mais du coup voilà, c'est un peu une espèce de hasard mais qui donne une très belle scène je trouve. Dans les trucs de mise en scène aussi, je trouve que Wise utilise beaucoup le flou, une espèce d'effet flouté lorsqu'il y a des plans rapprochés des personnages, dans les moments où ils sont un peu troublés, etc., où ils se rendent compte de leurs sentiments. Donc ça peut être des plans sur Maria, ou sur le capitaine, ou parfois même sur la baronne. C'est assez joli, j'ai trouvé qu'au bout d'un moment c'était peut-être un peu too much et un peu genre il a trouvé un super bel effet et il le met un peu partout. Mais de manière générale, j'ai trouvé intéressant, en fait, je me suis fait la réflexion que Christopher Plummer était autant magnifié par la mise en scène que Julie Andrews, voire plus, en fait. Je sais pas comment dire. Comme si c'était lui l'objet de désir du film. Parce qu'on va s'identifier à Maria et on va tomber amoureux du capitaine, amoureuse. Et le film nous fait sentir ce truc-là. Je trouve que c'est assez fort et c'est vrai que Christopher Plummer est particulièrement beau dans ce film. Alors parlons à présent de la distribution et de l'exploitation du film. Donc on l'a déjà un petit peu dit, hein, mais Sound of Music, ça a été un énorme succès. Le plus grand succès de l'année 1965 aux États-Unis, avec 72 millions de dollars de recettes. Ça a été le film le plus lucratif de l'histoire, ça a donc dépassé Autant en emporte le vent, et c'est resté au top du classement jusqu'au début des années 70. Et ça aurait donc sauvé la Fox de la faillite suite aux dépenses colossales qu'avait occasionné le film Cléopâtre. Alors, ça va être un des derniers grands films musicaux à succès, même si des films comme Oliver ou encore Funny Girl, produit par la Columbia, ont plutôt marché dans les années qui ont suivi, on n'a jamais retrouvé ce niveau de succès. Et on a l'exemple fameux de Hello Dolly, produit par la Fox en 69, qui a été un flop complet. On le rappelle, hein, mais The Sound of Music suit en cela la trace de Mary Poppins, qui était, lui, le plus grand succès de 1964, hein, donc l'année précédente, avec 32 millions de dollars de recettes. On constate que 2 des derniers grands succès de la comédie musicale des années 60 ont pour star Julie Andrews, de surcroît dans un rôle de gouvernante. Donc là où on peut se réjouir, c'est qu'on n'a pas eu l'apparition de tonnes de nanars mettant en scène des gouvernantes. Parce que je pense que ça aurait pu donner des idées à certains de lancer. Mais il y a le film avec Angela Lansbury, là, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Bedknob and Broomsticks. L'apprentie sorcière. Ah voilà. 71. Oui, voilà, c'est pas très longtemps après. Moi, je voulais dire quelques mots de l'exploitation du film, parce qu'en fait, The Sound of Music, ça a été assez exemplaire de la distribution de type roadshow. On en avait déjà un petit peu parlé, mais donc c'était une exploitation assez spécifique pour les films à grand spectacle. Un Cléopâtre, d'ailleurs, dont on parlait tout à l'heure, a aussi fait l'objet d'une exploitation de type roadshow. Et c'est un mode de distribution et d'exploitation des films qui a été mis en œuvre au début des années 60 pour ces films prestige, dans l'optique de contrecarrer la concurrence de la télévision, en redonnant au cinéma, en quelque sorte, les lettres de noblesse du théâtre. Donc, on projetait les films lors de séances vraiment réservées. On limitait en fait le nombre de séances par jour. On était sur des horaires tout à fait comparables à ceux des représentations théâtrales. Donc, une, voire 2 séances le mercredi et le samedi. On limitait en quelque sorte les séances pour donner un petit peu de caractère exceptionnel à la projection. On éditait également des programmes, des souvenirs, enfin on calait vraiment la séance de cinéma sur le modèle de celle du théâtre. Et là où The Sound of Music a fait encore plus fort, c'est en limitant la distribution, en faisant vraiment une entrée progressive sur le territoire américain, en allant aussi en quelque sorte de plus en plus en profondeur sur le territoire, en commençant par les grandes villes jusqu'aux plus petites villes, avec une première de gala à New York dans un théâtre somptueux. Donc ça, c'était en mars 1965. Très rapidement,
rapidement, les séances se sont étendues aux grandes villes, là encore dans des théâtres équipés en son stéréophonique, en écran large, lors de projections vraiment événementielles. Et pendant 2 ans, on va garder ce phénomène du roadshow, donc de ces séances donc limitées et itinérantes sur le territoire, qui vont aller dans des villes de plus en plus petites, des théâtres aussi de plus en plus petite capacité. En 1966, donc 1 an et demi après la sortie, Fox va changer la formule en passant du roadshow au Special Selective Engagement. C'est en fait une façon de continuer le roadshow encore plus longtemps cette fois, la seule différence entre les 2 modes d'exploitation, c'était, non seulement que les théâtres étaient encore un peu moins prestigieux, mais surtout que les places n'étaient plus, réservées, à l'avance. Et enfin, ce n'est qu'en 67, 2 ans après la sortie, qu'on va avoir une general release, donc vraiment, une sortie, grand public dans des cinémas, ordinaires en quelque sorte et à des prix ordinaires, enfin pas des prix d'exception, hein, parce qu'évidemment pour le distributeur et l'exploitant, l'avantage de ces séances roadshow, c'est que les tarifs sont plus chers que des séances ordinaires. Les plus petits théâtres ne vont pas projeter le film avant 1968 et le film va circuler jusqu'en 69, donc 4 ans et demi après la première sortie, parce qu'on va même avoir là un farewell engagement, donc sortie, pour au revoir en quelque sorte. Donc au total, 4 ans et demi d'exploitation, 9000 séances, c'est, assez phénoménal, pour le film et surtout le fait que le public soit toujours au rendez-vous indique combien ça a été un phénomène absolument sans précédent. C'est un film qui donc est devenu culte, qui va faire l'objet de ressorties régulières, hein, dès 1973 aux États-Unis, qui va aussi connaître de nombreuses télédiffusions qui vont être évidemment extrêmement importantes pour la patrimonialisation et le succès du film sur long terme et évidemment le succès du film de génération en génération, hein. On a un petit peu le même phénomène, hein, de diffusion rituelle que pour Le Magicien d'Oz, qu'on avait déjà évoqué. Et dans certains cinémas, plutôt au Royaume-Uni et aux États-Unis, on a le développement depuis quelques années de séances sing-along, donc séances pendant lesquelles on peut chanter avec le film. Et j'ai vu aussi que sur le DVD, un DVD français, hein, pour le coup, que j'ai, il y a un leaflet avec les Oui. paroles du film. Donc c'est vraiment un film qui est envisagé comme un film sur lequel on chante, quoi. Mais oui, moi j'ai trop envie d'aller faire une séance karaoké au Prince Charles Cinéma à Londres. J'ai trop Ouais, j'ai envie. peur J'en rêve. que tu ne réussisses pas à me convaincre. En plus, les gens ils viennent déguisés et tout. Il y a des gens en nonnes et tout, c'est trop marrant. Juste, tu prends le point qui pourrait m'intéresser, le déguisement. Bah oui. Alors, on n'a pas encore parlé de la question de l'adaptation. On en a parlé à la marge. Mais Anna, c'est évidemment ta spécialité et tu voulais nous faire un point sur les points de différence entre la version scénique et le film. Tout à fait. Lehman et Wise, donc le scénariste et le réalisateur, trouvaient, comme on l'a dit, la pièce originale un peu mièvre. Et bon, ils avaient pas tort. Hein. Et ils ont quand même essayé d'atténuer cet aspect. On va voir un peu comment. À la fois à travers les choix en termes de numéros musicaux et puis aussi quelques choix narratifs. Je trouve personnellement que comme pour West Side Story, les changements par rapport à la pièce sont généralement plutôt de très bonnes idées. Alors, il y a notamment 2 nouvelles chansons, donc 2 chansons écrites spécialement pour le film. Oui, donc écrites par Richard Rodgers tout seul, hein, puisqu'évidemment, on l'a dit, Hammerstein était décédé. La première, c'est I Have Confidence. C'est on va dire la I Want Song de Maria, où elle se donne du courage avant d'arriver chez les Von Trapp, hein, au moment où elle sort du couvent. Dans la pièce, on passe directement de l'abbaye à la maison des Von Trapp, et donc là, ça va pas être le cas, on va avoir vraiment un moment de transition. Julie Andrews explique que Richard Rodgers avait fait une version assez lente et solennelle de cette chanson qui a pas trop convaincu la production, et du coup que Sol Chaplin, qui était un des producteurs du film et qui était aussi, voire surtout, un compositeur et un arrangeur, avait apporté beaucoup de changements voilà, pour faire un truc très dynamique.
Et en termes de mise en scène dans le film, ça va être une chanson ambulante, itinérante, comme on disait tout à l'heure. C'est aussi, ça se raccroche aussi à ce style-là. De Maria, voilà, qui marche dans la ville et qui prend le trolley ou le tram, je sais plus quoi, pour arriver à la maison des Von Trapp qu'elle découvre absolument immense. Et donc, ce moment-là est vraiment inspiré d'un passage des mémoires de Maria Von Trapp qui expliquait tout ce qui lui passait par la tête pendant qu'elle allait du couvent jusqu'à la maison du capitaine. C'est vraiment une très bonne scène pour caractériser le personnage de Maria, je trouve que c'est vraiment utile en termes de narration. Et Julie Andrews, évidemment, super, on l'a déjà dit 92 fois, mais voilà. Mais il faut le rappeler. Il faut le rappeler à chaque instant. Alors cette chanson, on l'avait mentionnée, elle est parodiée dans la comédie musicale The Book of Mormon, dans le numéro I Believe. Il y a vraiment des passages qui sont quasiment identiques en termes de mélodie et même en termes de contenu. Vous pouvez vous référer à ce que j'en avais dit dans l'épisode sur Book of Mormon. Alors, shame on me, mais j'y avais jamais prêté attention. Mais là, en le revoyant, j'étais... mais bon sang, mais bien sûr, c'est une parodie évidente, quoi. Ah oui, c'est flag. Et deuxième chanson ajoutée, elle s'appelle Something Good. C'est la chanson d'amour que se chantent l'un à l'autre Maria et Georg, donc le capitaine. Voilà, lorsqu'ils ont compris qu'ils étaient amoureux et que voilà, tout va bien. Alors, cette chanson remplace une chanson qui était dans la pièce qui s'appelait An Ordinary Couple. Something Good, et bon, c'est pas la meilleure chanson de l'histoire, mais elle est plus romantique, plus émouvante. En effet, An Ordinary Couple, mais elle est tellement chiante. Alors là, mais c'est vraiment, ils disent, ah, ben on va être un couple, ils décrivent leur future vie qui va être chiante comme la pluie, quoi, An Ordinary Couple. C'est trop bizarre ce numéro. Mais apparemment, Rodgers et Hammerstein songeaient déjà, avant que Hammerstein décède, que peut-être il fallait la remplacer, mais j'imagine que le décès d'Hammerstein a fait qu'ils ne l'ont pas fait. Et ça a été fait pour le film. Something Good, c'est assez étonnant parce que Maria va évoquer, pour la seule fois du film en réalité, son enfance et sa jeunesse en disant qu'elles ont été apparemment malheureuses, donc ça fait sans doute référence au fait qu'elle est orpheline. Hein. Je sais plus si c'est dit très précisément, mais on voit qu'elle a été élevée dans le couvent. Alors, Something Good, après vérification, elle était dans la version du Châtelet. Donc, eux, ils avaient viré An Ordinary Couple pour mettre une meilleure chanson. D'accord. Il y a d'autres chansons qui ont été, cette fois, supprimées entre la version scénique et le film. Oui. Alors, il s'agit des deux chansons qui sont interprétées par la comtesse et Max, qui, du coup, dans le film, se retrouvent à être des personnages non chantants. Ces deux chansons s'appellent How Can Love Survive et No Way to Stop It. Et voilà, c'est un espèce de move assez classique, hein, mine de rien, au cinéma, d'enlever quelques chansons, et notamment d'enlever quelques chansons aux personnages secondaires. C'est dommage, parce que la comtesse et Max, dans la pièce, ils ont un truc, une espèce de couple comique, de sidekick comique, c'est plutôt marrant. La première, How Can Love Survive, c'est une réflexion sur les relations amoureuses, que plutôt amusante. On entend une version instrumentale de cette chanson dans le film, lors de la scène de la soirée. Et dans No Way to Stop It, c'est relativement intéressant. La baronne et Max essaient de persuader le capitaine que, en fait, l'Anschluss est inévitable et qu'il doit l'accepter. Et donc, la suppression de cette chanson va participer à enlever le sous-texte politique que portaient ces deux personnages. Ça, c'est peut-être une des choses qui est un poil dommage dans le film par rapport à la pièce. Et enfin, on trouve des chansons qui ont été déplacées entre la version scénique et le film, donc des chansons qui n'interviennent pas au même moment de l'histoire. Dans la pièce, Maria chante My Favorite Things avec la mère supérieure vers le début de la pièce, quand celle-ci lui annonce qu'elle doit partir chez les Von Trapp. Ça, c'est un moment, enfin, cette chanson-là est absente du film, et My Favorite Things vient plus loin, lorsque Maria chante aux enfants pour les réconforter lors de la scène de l'orage, cette chanson. Dans la pièce, ce n'est pas My Favorite Things qu'elle chante à ce moment-là, c'est The Lonely Gotthard, la fameuse chanson avec le yodel. Et dans le film, Lonely Gotthard, j'espère que vous suivez, arrive un peu plus tard, lors d'un petit spectacle monté par Maria et les enfants. Ils font un spectacle de marionnettes qui est très mignon. C'est une scène qui a été complètement écrite pour le film, parce que ils ont enlevé Lonely Gotthard de cette scène, mais quand même ils trouvaient que c'était une super chanson, donc ils ont créé une scène pour la garder. Et alors c'est sûrement parce que je connais principalement le film, hein, mais ça paraît tellement plus logique que Maria chante My Favorite Things pour consoler les enfants plutôt que Lonely Gotthard, qui est genre une histoire random de berger et de chèvre, bon. Donc choix à mon avis pertinent. Autre idée que je trouve très pertinente, c'est de déplacer Do Ré Mi un peu plus loin dans l'histoire,
puisque Maria va l'apprendre aux enfants quand le capitaine s'absente, au lieu de ce qui se passe dans la pièce, c'est-à-dire qu'elle leur apprend immédiatement après leur rencontre. C'est-à-dire que dans la pièce, toi tout à l'heure tu critiquais le fait que les enfants s'attachent très vite à Maria alors qu'on les a présentés comme impossibles, mais dans la pièce c'est encore pire. C'est-à-dire que dans 2 secondes et demie, elle les fait chanter et ça y est... Alors que dans le film, l'attachement des enfants envers Maria est quand même relativement plus progressif, il n'arrive pas instantanément, donc c'est encore, je trouve, une bonne idée. Tu voulais enfin signaler quelques toutes petites modifications sur quelques autres chansons. Oui, alors l'introduction, en fait, la chanson titre au début, The Sound of Music, dans la pièce, a une petite introduction, une sorte de récitatif avant que démarre la mélodie principale, et ça c'est supprimé. Dans le film, on commence directement, évidemment, par The Hills Are Alive with the Sound of Music. Autre ajout du film, c'est la version intimiste de Edelweiss, qui est chantée par le capitaine devant sa famille lors d'une espèce de soirée où ils sont ensemble. Et alors à propos d'Edelweiss, dans la scène du concert à la fin, le fait que le public reprenne la chanson en chœur, c'est aussi un ajout du film. D'ailleurs, c'est magnifique, hein, puisque voilà, tous les gens, les Autrichiens reprennent cette chanson qui devient une espèce de chanson de résistance. J'imagine que dans la pièce, c'est pas vraiment faisable, il faudrait que le vrai public chante. Alors, peut-être que, au bout d'un moment, vu que la pièce est très célèbre, il y a dû avoir des fois où le public s'est mis à chanter. Je sais pas exactement comment ça se passe à ce niveau-là. Bah, moi, il me semble que c'était le cas au Châtelet, que les gens chantaient, mais peut-être que je fabule totalement, je sais pas. J'avoue que je sais plus, c'est une vraie question. Dites-nous si vous vous souvenez, si vous avez vu The Sound of Music, la version du Châtelet ou une autre, si vous vous souvenez comment ça se passe au moment d'Edelweiss par rapport à l'idée que le public reprenne la chanson. Autre modification, l'entracte arrive à 1h38 de film après le départ de Maria, quand elle quitte la maison des Von Trapp parce qu'elle réalise qu'elle est amoureuse et du coup, comme elle est nonne, c'est pas forcément... ça se fait pas trop. Idéal. Voilà. Alors l'entracte sur le DVD et je pense aussi sur la VHS de quand j'étais petite, je pense que c'était pareil, elle dure à peu près 2 minutes avec des reprises d'air du film sur des images qui défilent de paysages autrichiens. Je sais pas comment ça se passait lors des fameuses projections roadshow, j'imagine que les entractes faisaient plus de 2 minutes, donc est-ce qu'ils coupaient carrément la copie? Est-ce que l'entracte durait très longtemps sur ces images-là? Je ne sais pas. Ouais, j'avoue, je sais pas du tout. Parce que Hello Dolly, t'as un entracte aussi. Oui. Sur le DVD, il dure longtemps, non? Mais il me semble aussi que l'entracte de My Fair Lady sur le DVD dure longtemps. Je pense qu'ils ont coupé sur le DVD, mais qu'existe une version plus longue de l'entracte avec le carton et tout en morceaux, tu vois. Bon. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. À noter que cet entracte arrive plus tôt dans le film que l'entracte de la pièce, puisque l'entracte de la pièce se situait après la chanson Climb Every Mountain, soit le moment où la mère supérieure va convaincre Maria de retourner auprès des Von Trapp. Donc on a un déséquilibre relativement fort dans la pièce entre la longueur de l'acte 1 et la longueur de l'acte 2, ce qui est très souvent le cas dans les comédies musicales. Et enfin, petite modification pour le coup dans l'histoire du film. À la fin, les Von Trapp, après s'être échappés du concert, vont se cacher dans le couvent. Et les nazis vont les chercher jusque dans le couvent et fouillent le couvent. Et à ce moment-là, il y a un affrontement avec le jeune Rolf, donc qui est l'ex-amoureux de Liesel, qui les voit en réalité. Et dans le film, après avoir hésité un peu, il va dénoncer la présence des Von Trapp, c'est-à-dire qu'il crie, il dit lieutenant, ils sont là. Et c'est pas ça qui se passe dans la pièce en réalité. Dans la pièce, il les voit, il hésite, mais finalement, il appelle son supérieur et il dit il n'y a personne. Donc il y a un petit moment de rédemption où il choisit de les laisser partir, quoi. Et donc la version du film est plus sombre, hein, puisque le jeune homme qui était quand même l'amoureux de Liesel au début trahit en réalité cette jeune femme. Donc assez intéressant. Pour finir, évidemment, vous n'échapperez pas à l'analyse thématique gender de cette œuvre. Je voulais dire quelques mots de l'analyse qu'en fait Stacy Wolf, donc une universitaire dont on a déjà beaucoup parlé et qu'on aime beaucoup avec Anna. Elle a écrit un livre donc, qui s'appelle A Problem Like Maria. Et dans ce livre, elle propose notamment une analyse lesbienne de The Sound of Music pour expliquer le statut culte de cette œuvre. Donc apparemment, hein, c'est une œuvre culte auprès des féministes et des lesbiennes en particulier.
Donc le livre ne porte pas entièrement sur The Sound of Music, même si bon, évidemment, là encore, on a, avec le titre, un jeu de mots, Mmh. avec une chanson de la comédie musicale. Le livre parle plus globalement des plusieurs figures de performeuses de comédie musicale des années 50 et 60 qui vont remettre en cause les, normes de genre. Elle parle de Mary Martin, Julie Andrews, Barbra Streisand, Ethel Merman. Donc voilà, elle explore plusieurs figures, mais elle a un chapitre consacré à The Sound of Music et son analyse est intéressante parce qu'elle va vraiment être un petit peu multifactorielle, si on peut dire, et prendre en compte différents éléments qui parfois sont un petit peu dissociés en fait dans les façons d'aborder les œuvres à l'université. Elle va à la fois parler de la spécificité des performances d'actrices de Julie Andrews et Mary Martin, parce qu'elle analyse à la fois le film et la pièce. Elle va parler de la place de ces films dans leur vie et dans leur carrière respective. Et elle va également évoquer la réception du film auprès de spectatrices lesbiennes. Donc on a à la fois eu un côté analyse actorale, analyse du contexte avec une forte dimension star studies et aussi analyse de réception pour montrer comment The Sound of Music peut être lu comme une œuvre lesbienne. Donc là encore, un petit peu à la manière de ce qu'avait fait Alexander Doty sur Le Magicien d'Oz, c'est très bien expliqué, très convaincant, et surtout ça montre que dans ce type d'analyse, on ne cherche pas à connaître les intentions de l'auteur, hein, puisque évidemment, ça n'est pas l'objet de Maria Augusta von Trapp et des différentes personnes qui ont adapté le récit, hein, de dire Mmh. le personnage était vraiment lesbienne, mais que ça peut être lu comme tel si on en a envie ou même si simplement on y prête attention. Donc, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil sur ce chapitre, plus globalement, sur ce livre pour découvrir l'analyse de Stacy Wolf. Très curieuse de lire ce livre, il faut que tu me le prêtes, Fanny. Mm. Alors, dans le genre queer coding, j'ai lu aussi des interprétations qui voient le personnage de Max, donc le fameux oncle impresario, comme homosexuel. Puisque c'est effectivement un vieux célibataire mondain et raffiné, qui n'est pas du tout impliqué dans une quelconque histoire d'amour, hein, contrairement aux 3 autres personnages adultes de l'œuvre. C'est un petit peu comme si c'était le meilleur pote gay de la baronne, hein, notamment dans la pièce avec les chansons qu'ils chantent ensemble. Il y a aussi le fait qu'il soit un peu lâche, hein, qui relève évidemment du cliché homophobe. Je trouve ça assez intéressant, j'avoue que je l'ai jamais vu comme ça, mais j'ai aussi lu plusieurs fois qu'on pouvait le lire comme étant juif. Là, j'avoue un peu ma méconnaissance. Après, en tout cas, s'il est homosexuel et juif, ça rend un peu problématique le fait de le présenter quand même comme un quasi-collabo, hein. Même s'il est sympathique et qu'au final, il aide les Von Trapp à fuir, ça reste un peu un couard, donc voilà. Mais je trouvais assez intéressant cette interprétation-là. J'avais trouvé un article, je vous mettrai le lien de cet article qui en parle. Et moi, j'avais envie de faire un petit point sur le personnage de la baronne, qui est évidemment un personnage de rival, hein, presque un peu un personnage de méchante, entre guillemets, hein. En tout cas au sein de l'intrigue amoureuse. Mais en fait, j'ai toujours beaucoup aimé ce personnage, et de plus en plus, à force de revoir le film, elle est quand même assez élégante. Évidemment, au début, elle est un peu bitchy, bon, elle est en train de se faire piquer son mec, donc bon, on peut la comprendre. Mais finalement, elle comprend la situation, et elle l'accepte avec classe, et même elle encourage le capitaine à aller vers Maria, hein, dans la scène, vers la dernière fois qu'on voit la baronne, une très belle scène de nuit, là. Je trouve que l'intrigue ne joue pas trop et pas de manière trop pénible sur la rivalité entre les deux femmes. Et ça, je trouve ça quand même bien, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Ceci dit, dans la pièce, c'est un peu différent. La baronne interagit moins avec Maria, et en plus, il y a, donc comme je disais tout à l'heure, plus de débats politiques, où on comprend qu'elle soutiendrait bien les nazis, donc forcément, c'est un peu moins cool. Ça, c'est pas vraiment le cas dans le film. Et le fait qu'elle soutiendrait bien les nazis, c'est quasiment la raison de la rupture avec le capitaine dans la pièce. Donc c'est assez différent. C'est sans doute un peu plus intéressant, même si ça rend le personnage évidemment moins sympathique dans la pièce. Et là encore, je voulais faire une référence à Schmigadoon, c'est très intéressant l'utilisation qu'ils font du personnage de la baronne, puisqu'en réalité, donc c'est dans l'épisode 5, désolé, je vais un peu te spoiler Fanny, mais je pense que c'est très intéressant. Ça m'incite à avancer ma lecture. Exactement. Le personnage de Jane Krakowski, qui apparaît dans l'épisode 5, est donc une aristocrate très élégante qui arrive à Schmigadoon et qui découvre que donc l'héroïne est en train de se taper son mec. Donc elle est dégoûtée, donc exactement comme la baronne. Et ensuite, on a une scène un peu plus loin où 2 choses assez intéressantes se passent. Jane Krakowski se met à chanter une chanson et l'héroïne dit ah bon, c'est bizarre, vous êtes vraiment un personnage secondaire, normalement vous devriez pas avoir de chanson. Je trouve ça très marrant. Ouais. Et ça fait effectivement référence au film où elle n'a pas de chanson.
Et autre truc très marrant, c'est que à la fin, elles s'engueulent et tout, les deux femmes. Et l'héroïne dit à Jane Krakowski, c'est jamais dit vraiment explicitement dans la pièce, mais je pense que vous êtes une nazie. Et Jane Krakowski répond, évidemment que je suis une nazie. Et elle s'en va. Et voilà, donc c'est vraiment une référence très très explicite à ces questions-là dans The Sound of Music. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de regarder Schmigadoon, qui a vraiment plein de blagues très, très référencées sur des œuvres de la comédie musicale, on va dire, de l'âge d'or. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'épisode, là ? Mais je crois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Alors, c'est donc le moment de vous annoncer quelque chose. On vous l'avait dit, on va le faire. Il est techniquement là 1h30 pile, incroyable. Je l'avais Ah ouais, 1h30. c'est vrai. Bon, on sera peut-être un peu moins dans le timecode de l'épisode final, voilà. Mais il est donc venu pour nous le temps de vous annoncer l'événement qui va illuminer votre entrée, au moins. Yes. Eh bien, Anna Marmiès et moi-même avons le plaisir de vous annoncer la naissance du All That Jazz Cinema Club. Oui. Donc un ciné-club consacré à la comédie musicale, puisqu'on l'a déjà beaucoup dit, même si on s'intéresse à la scène et à l'écran, on vient un petit peu toutes les deux, si on peut dire, du cinéma. Donc notre passion, c'est avant tout les films musicaux. Et on a eu envie de pouvoir vous les présenter sur grand écran. Donc ça, c'est rendu possible aussi grâce à nos amis de l'Archipel Cinéma. Oui. Dans le 10e arrondissement, puisque donc c'est un de Paris, qui qu'on n'a pas encore dit que c'était à Paris. Oui, voilà, j'y venais. Bon, on va dire malheureusement, on est pour le moment sur un événement parisien avant de se lancer dans une grande tournée à travers toute la France. Bah oui. Mais voilà, on commence à Paris. C'est un ciné-club qui aura lieu le dimanche en fin d'après-midi. Une fois par mois. Et la première séance aura lieu donc le dimanche 3 octobre. Donc il est venu le moment de saisir votre agenda tout frais de la rentrée, de prendre votre plus beau stylo et de noter la date du dimanche 3 octobre à 17h pour venir au All That Jazz Cinema Club. Et quel film aurez-vous le plaisir de regarder lors de cette séance ? Eh bien, il s'agira du film On the Town, Un jour à New York, donc le film de Stanley Donen et Gene Kelly de 1949, parce que, j'ai envie de dire parce que, évidemment, parce qu'on a toujours cité ce film lors de nos tops respectifs comme comédie musicale préférée, que c'est l'occasion de parler enfin de On the Town, parce qu'on vous fera un épisode, un épisode companion, un épisode de All That Jazz companion de la séance de cinéma, un nouveau format. Donc voilà, l'idée, donc là on parle un petit peu en prospectif, hein, mais le concept c'est de pouvoir sortir l'épisode juste avant la séance de cinéma. Comme ça, vous pourrez écouter l'épisode et venir ensuite voir le film avec nous. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, juste pour dire qu'on est très contente de ce projet, ce nouveau défi un petit peu pour All That Jazz. Et on espère que vous serez au rendez-vous, donc à l'Archipel Cinéma, dans le 10e arrondissement. Métro, je pense, Château d'Eau, le plus proche, mais il y a tout un tas de métros proches, donc vous trouverez facilement. Et voilà, on espère vous voir nombreux et nombreuses au rendez-vous. Ouais, on a trop hâte. Et pour le moment, on vous dit merci évidemment pour votre écoute de cet épisode sur la mélodie du bonheur. Et à très très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut tout le monde!